Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'heure de l'UMGCCP, l'Union des métiers du génie climatique, de la couverture et de la plomberie. Nous sommes ensemble ce matin pour tout vous dire sur MaPrimeAdapt, le nouveau dispositif entré en vigueur le 1er janvier dernier pour permettre au plus grand nombre de personnes âgées de rester vivre chez eux. Un dispositif qui répond à un enjeu sociétal majeur quand on sait que un tiers des Français auront plus de 60 ans en 2050. À plus court terme, la décennie d'ailleurs qui s'ouvre va voir le nombre de seniors passer de 19 à plus de 21 millions. Cette transition démographique s'accompagne également du souhait de 85% des seniors de vieillir chez eux. Alors après la rénovation énergétique, vous l'aurez compris, l'adaptation du logement au vieillissement est donc l'un des grands défis qui attend le parc immobilier français. Un défi qui ouvre aussi de nouvelles perspectives pour les professionnels du bâtiment. Alors comment fonctionne finalement MaPrimeAdapt? Avec quelles ambitions? Quelles sont les opportunités de marché? Quel accompagnement pour les professionnels du bâtiment? On va vous donner les clés ce matin pour tout comprendre avec mes trois invités. Tout d'abord Serge Cunin. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'UMGCCP et président de la commission plomberie. À vos côtés Jean-Philippe Arnoux. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur Silver Economy et accessibilité chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Et enfin Mickaël Briquet. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Merci Julie. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous êtes aussi ergothérapeute et vice-président du Conseil national professionnel de l'ergothérapie. Bien entendu, vous qui nous suivez à distance, vous pouvez poser vos questions tout au long de l'émission aux invités via la plateforme. On y répondra tout à l'heure en fin d'émission. Adrien, ingénieur à l'UMGCCP, nous rejoindra pour se faire le relais de toutes vos questions. Mais d'ici là, on va commencer à parler de MaPrimeAdapt en contextualisant un peu ce sujet. 2 millions de chutes par an chez les plus de 65 ans, 130 000 hospitalisations, 10 000 décès. Jean-Philippe, il y avait urgence à ce que les pouvoirs publics mettent en place un dispositif qui réponde à ce constat? Oui, alors c'est un dispositif qui vient de loin, déjà de plusieurs rapports historiques d'il y a plus de 10 ans, d'autres rapports qu'ont fait la filière Silver Economy, mais surtout, on va dire, un rapport en 2019 de Luc Broussy pour, je dirais, repréciser tout ce qui pourrait être les politiques publiques sur l'adaptation, on va dire, de la ville, du logement pour les personnes âgées, donc l'adaptation de la société au vieillissement. Et d'où a été issue MaPrimeAdapt, qui était une proposition. On avait déjà travaillé en collectif concerté pour dire, voilà, ce qu'il faudrait effectivement pour que ce sujet de la transition démographique s'invite au cœur des enjeux du bâtiment, peut-être pas au même niveau que la transition énergétique, mais quand même prenne sa place. Et puis ce dispositif, en fait, s'inscrit, vous avez dit les chiffres, 10 000 morts, c'est les chiffres de la sécurité routière d'il y a 20-25 ans, donc dans un dispositif porté par le gouvernement depuis 2022, qui est le plan anti-chute. Alors la chute, effectivement, n'est pas juste le fait du logement, au contraire, elle est multifactorielle, ça peut être l'alimentation, ça peut être évidemment l'activité physique, intellectuelle, mais quand même, bon, effectivement, plus on vieillit, par exemple, plus on reste chez soi, on demeure chez soi, on y a ses activités, donc il faut que cet environnement soit sécurisé. Donc du coup, l'adaptation du logement est un des 5 piliers de ce plan anti-chute, porté par le ministère de la Santé. Et puis une dernière chose, on le verra à la fin, mais c'est vrai que ce rapport de Luc Broussy était un rapport vraiment interministériel, et à l'époque a été porté par 3 ministres, ministère de la Santé, ministère du Logement et ministère de l'Aménagement des Territoires, parce que c'est vraiment un sujet transversal. Et donc aujourd'hui, chaque brique, je dirais, donc effectivement les industriels, les distributeurs, les assistants maîtrise d'ouvrage, devra prendre sa part pour avoir ce regard holistique, je dirais, sur les besoins de la société demain. Alors, en quoi le dispositif est plus pertinent que les aides qui existaient déjà via Action Logement pour tout ce qui touche aux travaux liés au maintien à domicile? Alors déjà, bon, si on parle rapidement d'Action Logement, on va dire c'était un ballon d'essai pas forcément bien maîtrisé, mais bon, qui a déjà montré le succès d'un dispositif où quand on dit on va aider, les gens massivement se tournent vers ça. Maintenant, il était très partiel puisque l'adaptation du logement ne peut pas se résumer à la salle de bain. Loin de là. C'est une des briques, on sait qu'une bonne partie des aides vont là, mais il n'y a pas que. Parfois, un escalier ou un couloir peuvent être plus dangereux qu'une baignoire, tout du moins un certain temps. Non, ce que ce dispositif apporte, c'est que majoritairement les aides jusqu'à aujourd'hui étaient fléchées vers plutôt des personnes handicapées, et ça c'est normal, donc, et notamment handicapées moteurs surtout, donc on parle de 650 000 personnes, et très curatives. En fait, on allait aider des gens plutôt en perte d'autonomie, déjà avérée, d'où un âge moyen des travaux de 80-84 ans. L'ouverture de MaPrimeAdapt, alors Action Logement l'avait déjà fait, à ouvrir des droits aux 70 ans et plus sans condition de perte d'autonomie, mais effectivement l'idée c'est de
s'adresser à un public plus jeune. Juste avant, regardez la nouvelle pub qui est en cours de diffusion. Un public plus jeune pour justement anticiper les travaux et passer d'une culture du soin, du curatif en France, parce que c'est vraiment très clair, à une politique beaucoup plus de prévention. Moi, je dis souvent, la prévention, c'est comme la sécurité dans le bâtiment. C'est la mère des batailles. Aujourd'hui, voilà. Donc, effectivement, c'est pas juste le dispositif financier qui va faire que ces 30% de Français vont anticiper les travaux, mais ça y contribuera. Mais c'est surtout d'en parler différemment et de le mettre beaucoup plus sur la place publique. Vous voulez massivement vieillir chez vous, sachez adapter votre environnement et vous êtes entouré par des professionnels pour le faire. Donc c'est vraiment, pour moi, ce que je retiens de ce dispositif MaPrimeAdapt', c'est une première marche ou un premier camp sur l'Everest, on va dire, du bâtiment, pour dire, voilà, c'est juste de la sécurité à domicile. Finalement, c'est ni plus ni moins que de la sécurité domestique, mais ça s'anticipe avec des professionnels. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer, ne pas succomber aux pubs qu'on voit dans les boîtes aux lettres ou à la télé ou n'importe où, parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans le dispositif MaPrimeAdapt', qui a été conçu, il y a eu beaucoup de groupes de travail avec la DHUP, avec les organismes professionnels, avec les ergothérapeutes, avec les industriels et les distributeurs. Mais vraiment, l'idée, c'est de dire, voilà, on lance un dispositif, on souhaite l'encadrer et surtout pour accompagner des usagers, j'aime pas dire fragiles, mais pas forcément à l'aise avec Internet, pas forcément à l'aise avec plein de choses. Donc on est là pour les rassurer. Nous, sur distributeurs, sur la qualité des matériaux, évidemment les entreprises sur la qualité de la mise en œuvre, leur présence avant, pendant et après les travaux pour assurer, et évidemment les ergothérapeutes et assistants à maîtrise d'ouvrage, finalement pour les sécuriser dans le parcours, et on le verra après aussi, les aider, je dirais, à accepter ce geste de travaux. On sait que tout au long de sa vie, les travaux, personne n'aime vraiment. Alors des fois on est contraint, une chaudière qui lâche, on n'a pas le choix, mais et plus on vieillit et moins on a cette capacité à accepter. Donc là l'idée vraiment c'est de rassurer au maximum, seuls des professionnels peuvent le faire. Et on va en reparler un peu plus en détail. Donc il y a cette volonté de prévention, de simplification. MaPrimeAdapt' est donc entrée en vigueur depuis le 1er janvier pour donc financer les travaux d'adaptation du logement avec un objectif d'adapter 680 000 logements dans les 10 prochaines années. Serge, concrètement, à qui s'adresse précisément MaPrimeAdapt'? Alors, MaPrimeAdapt' s'adresse aux plus de 70 ans et aux 60 à 69 ans pour les gens qui possèdent une attestation de GIR, avec un handicap de 1 à 6. MaPrimeAdapt' finance jusqu'à 50% des travaux pour des revenus modestes, suivant des grilles Île-de-France ou régions qui sont établies par l'ANA, et 70% pour les ménages à revenus très modestes. C'est dédié aux occupants, propriétaires occupants ou locataires du parc privé. Quels sont finalement les principaux travaux d'intérieur et d'extérieur qui sont couverts par MaPrimeAdapt'? Qu'est-ce qui est dedans? Alors, les travaux d'intérieur, donc, on a bien sûr les monte-escaliers et ascenseurs. On a la salle de bain, avec, on va trouver dans le parc existant beaucoup de baignoires, donc qui pourront être remplacées par une douche accès handicapé, une douche extra plat. Les WC, les toilettes, donc remplacer les toilettes, les adapter donc en mettant des toilettes handicapées, peut-être décloisonner les WC qui sont cloisonnés pour avoir que les aidants qui viennent accompagner les personnes puissent avoir accès, puisque vous savez, dans un WC de 70 ou 80 de large, c'est très compliqué à accompagner une personne avec handicap mobile. On va avoir la cuisine, avec les accès donc, aux tables de travail. On va avoir tout ce qui est éclairage automatique, tout ce qui est on appelle ça domotique, c'est peut-être un grand mot, mais bon, détecteur de lumière, détecteur positionnement des prises, il peut y avoir un certain nombre de choses. Et puis sur les extérieurs, donc on va avoir donc tout ce qui est rampe d'accès, tout ce qui est éclairage pareil d'accès aux portes d'entrée.
Voilà, bon, là, essentiellement les travaux qui peuvent être accompagnés par MaPrimeAdapt. On va parler du processus à suivre maintenant. On a vu les personnes concernées, les principaux travaux intérieurs et extérieurs. Concrètement, quel est le processus à suivre pour MaPrimeAdapt, qu'on comprenne bien? Alors, bon, MaPrimeAdapt, on a un parcours, ce qu'on appelle un parcours pas à pas. Donc on va pouvoir aller chercher l'information sur France Rénov', mais on va aussi avoir beaucoup d'informations qui vont être données par la publicité sur la télévision, dans les réseaux sociaux, etc. On va vérifier l'éligibilité de l'usager, et c'est là que le professionnel peut déjà intervenir pour accompagner ses clients, qu'il connaît bien. On va, une fois, si l'éligibilité est vérifiée, on va bien sûr créer un dossier en ligne. Et là, pareil, l'installateur, le professionnel, je pense, enfin moi je conseille que le professionnel accompagne ses clients dès le début de l'opération. On va l'orienter vers un assistant de maîtrise d'ouvrage. Enfin, en tout cas, une fois que l'inscription sera faite en ligne, il y aura une liste d'AMO, d'assistants de maîtrise d'ouvrage, qui sera donnée à ce client. Donc, l'assistant de maîtrise d'ouvrage viendra faire l'étude des améliorations possibles de son habitat. Cet AMO sera rémunéré par l'ANA. À partir de là, le client réalisera des devis. Donc, si le professionnel est à l'origine, bien sûr, il sera bien placé pour établir ses devis. Ce qu'il faut, c'est que le professionnel ait une vue d'ensemble de ses travaux. C'est ce qui est très important, ce qui va changer un petit peu l'approche d'une entreprise artisanale ou une petite entreprise. C'est toujours la difficulté, c'est dire je reste dans mon propre métier, mais là il va falloir un peu s'ouvrir à différents métiers avec peut-être de la sous-traitance ou former ses compagnons puis pour faire des petits travaux d'amélioration, qu'ils soient de lumière, qu'ils soient de carrelage, qu'ils soient de décloisonnement, etc. On va déposer donc ce devis, ce dossier, cette demande de subvention. Cette demande va être étudiée par l'ANA. Il faudra surtout attendre l'accord de cette subvention avant de démarrer quoi que ce soit. C'est ça qui est important. Une fois qu'on aura l'accord, on va réaliser les travaux. Alors, on parlera peut-être plus tard des problèmes de financement, comment la problématique de financement sera abordée. Et puis, il y aura une réception des travaux et une vérification de leur conformité, avec ou sans l'AMO, en fonction des choix que l'on va faire sur la mission de l'AMO. On déposera le dossier de demande du solde, puisqu'il est possibilité d'avoir des acomptes, des avances et des acomptes auprès de l'ANA. Et puis, donc, on fera une réception de la subvention qui s'y arrivera par virement bancaire. Alors là, c'est un processus qu'il faut... oui, effectivement. Qu'il faut bien comprendre. Intégrer, tout à fait. Il faut bien comprendre, en tant que professionnel, il ne s'agit pas d'attendre d'être à la position du devis, mais il faut être vraiment à l'origine de l'opération. On connaît bien nos clients. Nos clients nous font confiance. Il faut donc leur parler de cette PrimeAdapt. Il faut leur dire qu'on est prêt à les accompagner, qu'on sait les accompagner dans le montage. Voilà, c'est ça qui est important pour capter ce marché futur. On reviendra justement sur le potentiel économique de ce marché. Donc un vrai accompagnement au-delà de sa capacité technique à réaliser effectivement ce qui est demandé. Et donc la grande nouveauté, vous en parliez, c'est l'accompagnement obligatoire par un AMO. Alors Mickaël, on va en parler avec vous puisque chez Merci Julie, c'est une prérogative que vous avez. Avant de nous dire justement quel va être le rôle de l'AMO chez le particulier, comment il faut le voir, peut-être en quelques mots, je vous laisse nous présenter Merci Julie. Merci Julie, donc c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire que nous avons créée il y a maintenant 7 ans, justement pour répondre à ces problématiques d'aménagement du domicile sous plusieurs angles, donc les travaux d'adaptation de l'habitat, mais aussi la mise en place des aides techniques. Il faut aussi qu'on en parle dans ce cadre-là, et tout ce qui est aussi aide technologique, domotique,
que l'on essaie aussi de démocratiser au quotidien. Et on a vraiment voulu accompagner la personne dans le temps. Jusque-là, effectivement, il y avait des structures qui sont toujours là, hein, qui faisaient un bon travail. Mais on avait des problématiques de financement pour accompagner les personnes dans ce parcours de soins, de ce parcours de vie, parce que ces processus sont des parcours longs. Jean-Philippe parlait de prévention primaire, la personne âgée qui va bien. Puis on a aussi des personnes âgées qui rentrent dans la fragilité. Et ces personnes, il faut qu'on les accompagne sur le long cours, parce que c'est des projets qui sont complexes. On est entre le médical, le médico-social, le technique. Et pour les personnes, c'est compliqué. Vous allez chez le médecin, vous avez une ordonnance, c'est assez simple. Vous allez chez le pharmacien, il vous délivre vos médicaments. Quand on parle d'aide technique, quand on parle d'adaptation de l'habitat, pour certaines personnes âgées, c'est complexe. C'est un vrai parcours. Des personnes qui parfois vivent seules, qui n'ont pas toujours des aidants autour d'eux et qui viennent vers nous en disant « mais je fais comment ?» Et on a pu réaliser, nous, des études dernièrement, justement, sur la mise en application des préconisations de travaux, d'aide technique. On avait travaillé à l'époque avec Malakoff Humanis, et on s'apercevait, par exemple, sur les travaux d'adaptation, qu'à peine un tiers des personnes mettaient en œuvre les préconisations à la suite d'une intervention d'un ergothérapeute, dans le cas de Bien Chez Moi avec la GERCARCO. Et donc, on s'est dit, là, il y a un vrai sujet, en fait. Comment on accompagne ces personnes après ? Parce que l'évaluation, en tant que telle, effectivement, c'est assez simple, on va au domicile des personnes, on fait une évaluation. Mais en fait, c'est le début du processus. Et c'est comment on va justement accompagner ces personnes pour faire en sorte que l'aide technique a été préconisée, elle soit bien mise en place au domicile. Donc nous, on travaille avec pas mal de départements aujourd'hui en France, puisque c'est quand même eux qui ont les politiques des seniors, pour justement démocratiser l'acquisition de ces aides techniques, faire en sorte de faire évoluer son logement. Je préfère parler d'évolution de l'habitat que d'adaptation d'ailleurs, parce que tout au long de la vie, à tout âge, on fait évoluer son logement, et je trouve assez... c'est dommage de parler à un certain âge, de dire là on va adapter. En fait, non, on continue à le faire évoluer parce que c'est normal, parce que à un certain âge, c'est normal, on est un peu moins agile, on a des problèmes de vue, c'est normal. Et donc il faut qu'on aménage une dernière fois ce logement. Donc voilà, donc cette belle structure. Aujourd'hui, on a 70 salariés, on a à peu près 60 ergothérapeutes, on a des travailleurs sociaux, des techniciens, des enseignants en APA, pour justement mieux accompagner ces personnes. Alors, si on en revient à MaPrimeAdapt, justement, concrètement, quel va être le rôle de l'AMO ? Comment ça va se passer sur le terrain, dites-moi ? Alors, l'AMO, c'est pas nouveau. Oui. Ce qui est nouveau, c'est l'obligation. L'AMO, ça doit être un tiers de confiance. Ça doit être le tiers de confiance vis-à-vis de la personne âgée. Peut-être pour préciser, ce sont les propriétaires occupants ou les locataires du parc privé. Dans le cadre de MaPrimeAdapt, puisque les locataires du parc social n'ont pas droit à MaPrimeAdapt. Oui, je fais déjà mon rôle d'AMO. Je donne l'information. Mais c'est important de le dire parce qu'on reçoit déjà des appels de personnes qui disent ouais, je suis locataire du parc. Non, vous n'y avez pas droit. Donc on va réorienter vers un bailleur. L'AMO, c'est aussi ça. C'est réorienter la personne. Donc c'est le tiers de confiance aussi avec l'artisan. Voilà, c'est aussi de donner la bonne information à l'artisan, parce que tous les artisans n'ont pas non plus le même niveau d'information, entre les gros qui sont bien organisés, et puis le petit artisan qui, lui, n'a pas forcément toutes les informations. L'AMO, c'est celui qui va s'occuper de toute la partie administrative, conseil, qui oriente vers les bonnes structures, qui va aussi orienter les personnes qui ont des petits revenus et qui vont avoir besoin de compléments de financement. Parce que MaPrimeAdapt, vous l'avez bien dit, 50%, voire 70%, et aussi pour les adultes en situation de handicap avec la prestation de compensation du handicap, puisque c'est cumulable. Mais il peut y avoir des personnes qui disent « mais moi, les 3 000 € qui me restent à charge, je fais comment ?» Donc c'est aussi l'AMO qui va aller orienter vers des caisses de retraite complémentaires, par exemple, vers le CCAS de la commune, vers le département, puisqu'il y a encore des départements qui financent. Donc c'est cet AMO-là qui va faire tout ce travail. Une fois qu'il a évalué cette première partie, c'est lui qui va aller au domicile aussi de la personne, faire une évaluation. Alors on parle de diagnostic autonomie logement. Alors moi ça me gêne un petit peu en tant qu'ergothérapeute, je préfère parler de l'habitant dans son habitat et en fait évaluer les besoins de l'habitant avec ses aidants, avec sa famille, avec les professionnels qui interviennent aussi au domicile et voir un petit peu l'adéquation entre ses besoins
ses incapacités, ses capacités, ses activités au quotidien. Effectivement, il vit dans ce logement qui doit être le plus adapté possible pour continuer à vivre de façon autonome, indépendante, sécurisée. Alors on parle souvent du plan anti-chute, de la prévention des chutes, mais ce qui est important, parce que là aussi on est tout de suite dans la stigmatisation de la personne âgée. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce qui est important pour nous, c'est le maintien de l'activité. En fait, une personne âgée, elle peut chuter parce qu'elle aura fait une activité. Et de toujours opposer l'activité à la chute, c'est un problème. Moi, je préfère une personne qui chute parce qu'elle a voulu faire quelque chose qu'une personne qui ne chute pas mais qui reste immobile sur son fauteuil. Cette personne-là, elle va moins bien vieillir que l'autre. On a des personnes qui se remettent bien d'une chute et d'une fracture parce que justement, elles étaient mobiles avant. Il faut aussi en avoir conscience. Donc, c'est aussi ça l'aménagement d'un domicile, c'est favoriser les accès extérieurs, favoriser la mobilité à l'intérieur de son logement pour rester en bonne santé. Vous êtes ergothérapeute et quel est l'intérêt finalement de faire intervenir un ergothérapeute en plus de l'AMO et de l'entreprise ? L'ergothérapeute, c'est celui qui va justement évaluer les besoins de la personne dans sa globalité, qui va prendre en compte le besoin de la personne évidemment en premier lieu, mais aussi de ses aidants. Des professionnels qui interviennent à domicile, là encore. Alors la personne qui va bien, comme on voit sur les publicités de MaPrimeAdapt, elle n'a pas d'aidant, elle n'a pas d'aide à domicile, cette personne. Par contre, on a aussi des personnes qui en ont, et ce lieu de vie, ça devient aussi un lieu de travail. L'auxiliaire de vie qui intervient, l'aide-soignante qui intervient au quotidien, elle, c'est son lieu de travail. Comment on fait aussi pour sécuriser ce lieu de travail ? L'artisan, le plombier, quand il intervient, lui, c'est pas quelque chose qu'il a forcément en tête, il voit la personne, il dit voilà, on remplace la baignoire par une douche, il connaît certaines normes et donc il va travailler sur la norme. Nous, on va travailler sur l'usage, on va travailler sur l'ergonomie. Qui utilise cette salle de bain ? Est-ce que c'est madame ? Est-ce que c'est l'époux ? C'est les petits-enfants qui viennent ? C'est l'auxiliaire de vie, voilà. Donc on va travailler sur cette façon globale et c'est aussi voir tout le reste. Parce que voilà, là encore, on voit la communication qui est faite, salle de bain, monte-escalier. C'est pas que ça, les besoins des seniors, ils sont pas que là, ils sont sur la chambre à coucher, ils sont sur la cuisine, sur les accès extérieurs, quand je vais dans ma cave, quand je vais au sous-sol, etc. Je veux continuer à vivre comme avant. Et en fait, on va nous intervenir sur l'ensemble du logement et des extérieurs. Et donc, quand vous avez un artisan qui va venir, qui est spécialisé dans son domaine, il va avoir une orientation et un regard très précis. Nous, on va élargir ce regard pour aller proposer aux personnes, préconiser d'autres aménagements, des aides techniques, un peu de domotique, au-delà du besoin primaire, par exemple, qui était la salle de bain ou le siège monte-escalier. Jean-Philippe, avant de vous faire réagir justement sur ce rôle de l'AMO, dernière question pour vous, Mickaël. Finalement, quel bénéfice une entreprise, elle peut tirer de l'intervention d'un ergothérapeute ? Alors déjà, les deux vont tirer un bénéfice, parce que l'ergothérapeute, il a aussi besoin du technicien, du professionnel pour acquérir aussi des connaissances bâties, des connaissances techniques, parce que on ne peut pas toujours tout faire dans un bâtiment, quoi qu'on peut tout faire, mais à des prix énormes. Et ensuite, l'entreprise va aussi bénéficier de la compétence de l'ergo sur la partie ergonomie, ou comment j'installe mon pardon, comment j'installe mon siège. Encore une fois, on se focalise un peu sur la salle de bain, mais l'idée aussi, c'est quand l'ergothérapeute il intervient, il va faire d'autres préconisations. Je donne l'exemple assez simple, on en parlait. Je viens pour une salle de bain parce que l'artisan m'a interpellé. Derrière, je vais préconiser une main courante sur les marches extérieures. Je vais mettre un système d'éclairage automatique dans le couloir pour que la personne, la nuit, elle aille aux toilettes ou à son réfrigérateur, de façon sécure. Mettre une main courante dans le couloir. Donc, on ajoute des préconisations et la personne, elle a besoin de son artisan derrière qui va poser les préconisations. Et l'ergothérapeute sans l'artisan, il n'est rien en fait. Parce que je peux faire des préconisations, mais si personne ne les pose, les installe, je ne sers à rien. Alors, on a vu qu'il y a tout intérêt justement à cette intervention d'un ergothérapeute. L'accompagnement, il est obligatoire par un AMO dans le dispositif MaPrimeAdapt, mais est-il obligatoire par un ergothérapeute ? Il n'est pas obligatoire. D'accord. Non, ça, faut être clair. Il doit y avoir un arbre décisionnel qui nous manque, clairement. On avait demandé, nous, avec la profession, puisqu'on intervenait dans les différents groupes de travail, voilà, il va y avoir la problématique de la chute, la problématique de l'hospitalisation, de la perte d'autonomie, et le sujet aussi des aidants à domicile. Voilà. Donc, a priori,
ne sait pas encore dans combien de temps, mais ça devrait arriver, l'AMO devra vérifier si la personne répond à tel ou tel critère, et en fonction de ses réponses, sera orientée vers l'intervention d'un ergothérapeute. Moi, dans ma structure, voilà, on a fait le choix que ce soit des ergothérapeutes qui interviennent, parce qu'on a estimé que de toute façon, dans ma prime Adapt, il y aura un technicien qui viendra faire un devis. Donc il y a déjà le regard du professionnel du bâtiment. Donc évitons les doublons. On n'est déjà pas assez nombreux tous ensemble pour répondre à toutes les demandes. Donc ayons 2 professionnels différents qui interviennent, qui vont se compléter pour que les personnes aient le maximum d'informations complémentaires. Jean-Philippe, je reviens sur cette présence donc obligatoire d'un AMO. Finalement, est-ce qu'il faut le voir comme la personne sur qui le particulier va s'appuyer, permettant ainsi finalement à l'entreprise de rester sur son cœur de métier? Ah oui, tout à fait. Alors, quand on a créé ma prime Adapt, tout de suite, il y avait déjà l'accompagnateur Rénov qui était en cours de réflexion. On s'est dit, là, on va partir tout de suite avec un accompagnateur de l'usager, justement pour éviter des dérives potentielles. Alors oui, le particulier aura ce tiers de confiance que décrivait Mickaël, pour avoir un regard extérieur, parce que évidemment, quand on vit depuis des années dans son logement, il y a des choses qu'on ne voit pas, où on compense naturellement. Donc on parlait de la rampe d'escalier, de l'éclairage automatique, on n'y pense pas parce que toute sa vie on a vécu sans, mais on ne sait pas que ça peut devenir dangereux. Donc ça c'est bien. C'est aussi un soutien pour l'entreprise. Ce que je dis souvent moi quand j'interviens avec des entreprises, parce que on leur explique par exemple comment installer une douche plutôt adaptée pour des seniors avec les aidants, en disant voilà peut-être mettre la robinetterie à tel endroit, donc ce qui nécessite des travaux. Et puis des fois, il y a des particuliers qui disent non, mais c'est trop cher, vous la laissez là où elle est. L'AMO va être un appui pour l'entreprise pour expliquer aux particuliers, de lui dire, il y a une bonne raison pour que la robinetterie soit là, donc c'est pas fromage ou dessert, comme je dis souvent, c'est vous acceptez ce qu'a dit l'entreprise. Donc il y a un vrai dialogue entre l'entreprise et l'AMO pour, je dirais, effectivement, aussi aider le particulier à franchir le pas de certains travaux. Je vais plus loin, dans la description de l'AMO, ils ont ce rôle d'évaluation du logement qu'on a voulu plus large que la simple autonomie. Alors évidemment, ils portent sur l'autonomie à domicile, mais également avoir un petit regard quand même aussi sur l'énergie. Parce qu'on peut avoir la plus belle salle de bain du monde ou le plus beau monte-escalier du monde dans un logement où il fait 4 degrés l'hiver, on n'a pas apporté, je dirais, de solution. Évidemment, l'AMO n'est pas un expert, je dirais aujourd'hui, énergéticien, mais il y a des choses qu'on peut visuellement repérer, comme la sécurité électrique. Donc, ce qui ouvre en fait aujourd'hui, pareil, des opportunités pour d'autres entreprises. Donc, Serge parlait tout à l'heure de sous-traitance, de co-traitance, mais de travailler, je dirais, pas en meute, ça serait un peu violent, mais de travailler groupé, partout où on pourra, je dirais, améliorer le confort de la personne et valoriser le bien, il faudra le faire. Une chose que je n'ai pas précisée au début, c'est qu'effectivement, on a également prévu que ma prime Rénov' soit cumulable avec ma prime Adapt. Donc, ce qui fait qu'effectivement, si on s'aperçoit qu'il y a du simple vitrage, qu'il n'y a pas de thermostat et qu'il y a des vieux coucous de convecteurs électriques, dans le rapport, le rôle de l'AMO, c'est de dire qu'est-ce qui est prioritaire en termes de sécurité, de signaler jusqu'à l'insalubrité, je dirais, les besoins du logement, donc de sorte de pouvoir mobiliser un peu plus large, quoi. On va parler des impacts économiques maintenant qui se posent avec ma prime Adapt. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes vos questions à Mickaël, Jean-Philippe, Serge par rapport au débat de ce matin. N'hésitez pas, on s'en fera l'écho. Adrien, ingénieur à l'UMG-CCP, s'en fera l'écho tout à l'heure en direct sur le plateau. On tentera de prendre un maximum de questions. Mais d'ici là, donc revenons à ces impacts économiques. Une étude du cabinet EY a cherché à estimer l'impact économique de la politique d'adaptation des logements en faveur des seniors. Et il a été estimé que 2,3 millions de logements devaient être adaptés dans la décennie à venir, avec un marché de l'adaptation des logements au vieillissement estimé à hauteur de 1,9 milliard d'euros annuels dès 2027. Le potentiel est donc énorme. J'imagine que dans un contexte compliqué pour le bâtiment, Serge, c'est un peu une bouffée d'air frais, non ? Ça peut être une bouffée d'air frais. Ça peut être une bouffée d'air frais. Il suffit de s'en emparer. C'est vrai que la prime Adapt, la cible, c'est 680 000 logements. Donc c'est sûr que cette étude de 2,3 millions logements à rénover, il est là, le sujet est là. Donc ma prime Adapt, avec la communication qu'il va y avoir de fait, et qui cible les revenus modestes et très modestes, devrait être une vraie courroie d'entraînement ou une vraie motivation pour des seniors, je dirais, à des revenus plus aisés, mais qui pourraient emboîter le pas à ces rénovations. Donc
Donc la communication de l'entreprise et du réseau de professionnels qu'on est, bien sûr, on cible les 680 000 logements, mais l'idée, c'est quand même d'ouvrir le panel. Et cette communication va être entendue par tout le monde. Donc rénover son logement, même quand on a des revenus supérieurs au plafond, c'est sûr que c'est une vraie courroie d'entraînement. Alors, une courroie d'entraînement, mais vous, en tant que président de la commission plomberie à l'UMGCCP, finalement, quel est votre regard sur la posture commerciale que les installateurs plombiers, qui nous regardent par exemple ce matin, doivent prendre, doivent adopter pour se saisir de ce nouveau marché? Tout à l'heure, vous commenciez à l'évoquer en disant il faut penser un peu plus global, il faut penser accompagnement. Voilà, comment il faut se saisir de ce marché? Déjà, il faut saisir cette communication de PrimeAdapt et l'amener à sa propre entreprise. Dans toutes nos entreprises, on a des fichiers clients. On a beaucoup d'entreprises qui sont là depuis très longtemps, donc des fichiers clients, avec souvent une population de clientèle qui est plutôt plus de 50 ans, beaucoup. Donc, on a des prospects dans nos fichiers. Il faut aller chercher ces prospects-là. Il faut communiquer avec ces prospects-là. Il faut être à l'origine de MaPrimeAdapt, je le disais tout à l'heure, ça c'est important, l'accompagnement de nos clients. Autrement, on se fera manger le marché par des organisations, je dirais... exotiques. Voilà. Ils voient le ça. marché subventionné, ça se structure. Voilà. Ouais. Et puis qui vont, bien sûr, qui vont oublier le professionnalisme, qui vont essayer de faire ça au plus vite et le plus cher possible, mais sans pour autant répondre aux besoins de nos clients. Donc il faut s'emparer de ce marché-là, il faut être en amont. Ça c'est clair. Il va falloir adapter nos différents métiers. C'est clair que dans une maison de 80 mètres carrés, la salle de bain, elle fait entre 4 et 6 mètres carrés. Plus, en général, il y a le WC à côté. Je veux dire, c'est un tout petit espace. Et faire intervenir plusieurs entreprises différentes dans ce petit espace, c'est toujours très, très compliqué. Donc, il va falloir former nos compagnons à faire, bien sûr, notre cœur de métier, mais aussi des petits ouvrages pour pouvoir adapter ces salles de bain. Je pense que ça. Et puis, une fois qu'on va être chez le client, comme tu le disais, il n'y a pas que l'adaptation de la mobilité. Il y a aussi la climatisation dans la pièce principale de la maison. Il peut y avoir les lumières automatiques. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de petits travaux, mais qui rentreront peut-être pas dans MaPrimeAdapt, mais qui pourront peut-être rentrer dans d'autres aides. Donc un vrai marché, avec une vraie courroie d'entraînement, donc avec un marché très étendu. Il faut se spécialiser, il faut surtout communiquer. Et aller vite. Aller vite pour que ce ne soit pas accaparé par voilà. ces entreprises exotiques dont vous parliez. En termes d'accompagnement, maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour permettre aux professionnels de se saisir de ce nouveau marché en termes de formation et autres? Alors, donc au niveau de l'AFFB, on a mis en place un label ProAdapt avec une formation à la clé qui est une formation e-learning, donc formation à distance sur Internet. 5 modules d'1 heure chacun. On peut les faire une heure par une heure. On organise ça comme on veut dans les créneaux. Un 6e module qui est plutôt un module de documentation, avec un guide technique qui a été élaboré, qui est très très bien fait, qui reprend à peu près toutes les possibilités d'adaptation. Et puis donc au bout de ce parcours de formation, bien sûr un autocontrôle de 20 questions, et qui permettra d'obtenir le label ProAdapt. L'idée de la profession, c'est qu'on ait des labels de la profession reconnus, avec un grand nombre d'entreprises qui possèdent ce label, pour qu'on ait un vrai référencement dans la profession
on soit, je dirais, orienté, ciblé vers ces entreprises avec label. Et ce parcours, donc, il est 100% FFB, réservé aux adhérents et gratuit. C'est bien ça. Pour la FFB, pour la FFB donc, c'est gratuite. D'accord. Et c'est réservé aux adhérents et c'est complètement gratuite. Voilà. Et c'est une formation, je pense que, parce que nos adhérents se plaignaient toujours de ces formations où il fallait aller passer 3 jours, etc., qui prennent beaucoup de temps. Là, c'est un nouveau modèle. On verra comment il est apprécié, mais c'est un nouveau modèle de formation et je pense qu'il va être très, très apprécié de nos adhérents. Jean-Philippe, vous, en tant qu'industriel, comment se matérialise votre accompagnement, justement, pour saisir de ce nouveau marché? Sur quel axe vous travaillez? Alors, on travaille sur notre axe, je dirais, nos gènes, qui est l'accompagnement des entreprises. On n'est pas juste des vendeurs de matériaux. On est dans la proximité tous les jours à travers nos technico-commerciaux, voilà, et puis nos points de vente physiques. Donc, alors on travaille à la production d'outils, je dirais, pour faciliter le quotidien de l'artisan. C'est des catalogues, alors de plus en plus hybrides, où on ouvre le champ, où ce catalogue qui est un outil de communication pour le particulier. Je prends le catalogue envie de salle de bain, habitat confort, c'est un outil de travail pour le pro parce qu'il y a beaucoup de schémas, notamment qu'on a travaillé avec des professions comme les ergots, enfin voilà, où il y a beaucoup d'informations et sur lesquelles souvent on passe très vite. Donc là, on leur explique que tout est dedans. On a également des outils, on a travaillé, je l'ai présenté pas plus tard que la semaine dernière, l'UMGCP, sur des plaquettes commerciales à destination des entreprises avec alors, des prix indicatifs qui ne restent que très indicatifs, mais justement pour que l'entreprise montre tout son savoir-faire. Dans la salle de bain, là en l'occurrence, et les toilettes, on parlait de toilettes japonais, on a mis en avant 2 toilettes japonais, parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'un luxe, c'est une nécessité d'estime de soi quand on a besoin de quelqu'un pour... voilà, bon. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on pourra faire pour aider le professionnel, on le fera. Également un outil 3D qu'on a chez Envie de salle de bain, qui n'est pas juste à destination du particulier, mais qui est très intuitif. On va cliquer sur des photos produits et puis ça va aménager la salle de bain. Donc tout ça c'est fait. Mais surtout, ce qu'on est en train de faire là, pour embrayer ce que tu disais Serge, c'est communiquer à nos entreprises. On parlait de portefeuille client, donc nous on a à peu près dans toutes les enseignes de Saint-Gobain 500 000 entreprises sur cette nécessité d'aller se labelliser, on le verra un peu plus tard, parce que effectivement ces professionnels, en dehors d'avoir une montée en compétences, doivent être reconnus du plus grand nombre. Les familles, les aidants. Hein. Tout à l'heure on parlait effectivement que les clients ont 50 ans et plus, quand on a 50 ans, c'est mon cas aujourd'hui, on est aidant. Donc peut-être que le besoin il n'est pas pour soi, mais il est pour un proche. Bon. Donc du coup aujourd'hui, c'est énormément d'animation sur nos réseaux, à notre initiative, mais toujours en groupe, avec la présence systématique d'un AMO. Donc beaucoup merci Julie, une des dernières c'était dans l'Aube, effectivement avec Amalien, et puis la CAPEB, la FFB quand c'est possible, je dirais qu'on montre ce front commun sur ce sujet pour éviter, alors j'ai dit exotique tout à l'heure, j'avais déposé le nom de géronto-délinquants, hein. Il y a les éco-délinquants, là c'est les délinquants des vieux, mais qui seraient vraiment un cancer au lancement du dispositif. C'est notre regard commun, celui de l'AMO qui est auprès de la personne, de l'artisan qui voit de la concurrence et des pratiques douteuses, puis nous distributeurs, de sécuriser ce dispositif. Allez, d'ici une petite vingtaine de minutes, on va répondre à vos questions directes sur ce plateau, mais avant, on va quand même balayer quelques sujets qui peuvent interpeller sur ce dispositif, MaPrimeAdapt. Serge, que dites-vous aux professionnels qui nous suivent ce matin et qui pourraient s'inquiéter du suivi des versements de primes par l'ANA, qui est déjà submergé par la rénovation énergétique, et on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez expliqué, dans le processus pas à pas. Comment on peut les rassurer ? Alors, donc nous, au niveau de l'UMGCP, on a rencontré notre président Pascal Housset, a rencontré l'ANA. On a évoqué avec l'ANA ce sujet qui est un vrai sujet, hein, quand on voit le nombre de dossiers qu'il va falloir traiter. Donc l'ANA est aujourd'hui se prépare à cette charge supplémentaire de travail. Donc ils sont très très conscients, donc ils recrutent, ils se mettent en ordre de marche pour pouvoir répondre à cette charge, à ce nombre de dossiers qui devrait déferler, je pense, dans les prochaines semaines. Et donc, on espère que ces dossiers ne seront pas des points bloquants à ce développement de MaPrimeAdapt.
nous, à l'UMGCP, bien sûr, on va veiller à ce que tout ça se passe bien et on alertera des problématiques, on fera remonter les problématiques du terrain. Mais bon, l'enjeu est important. Donc, on espère que l'ANA sera à la hauteur. Sera au rendez-vous. MaPrimeAdapt s'adresse aussi à des personnes à de faibles revenus. Jean-Philippe, comment arriver à gérer les avances de trésorerie que le dispositif implique ? Alors, juste une précision par rapport à ce qu'on disait, le potentiel de MaPrimeAdapt. Oui. Quand on prend les très modestes et les modestes, c'est 60% de la population déjà. Si on en rajoute les revenus, donc on ne parle pas de rien, parce qu'on parle du revenu net fiscal, donc c'est de la retraite. Maintenant, beaucoup, si je prends les modestes, ont quand même, je dirais aujourd'hui, parfois un petit pécule qui permettrait de financer notamment l'avance de trésorerie ou tout partie, et ça se décide avec l'AMO. Alors, effectivement, il y a des cas de personnes très modestes où le reste à charge entamerait trop ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire qu'effectivement, là, aujourd'hui, il faudra trouver des solutions. Et donc c'est là où interviennent, effectivement, comme disait Mickaël, des collectivités. Je vais en citer une parce que je l'accompagne pas mal et qui est exemplaire. La métropole d'Amiens, aujourd'hui, a décidé qu'il ne devrait pas y avoir plus de 10% de reste à charge. Donc ils vont abonder jusqu'à 2400 € de prime sur MaPrimeAdapt par personne éligible, avec des capacités de mobilisation financière plus rapides. Donc en fait, c'est vraiment aussi dans ce lien entre l'AMO et l'entreprise qui est déterminant pour voir effectivement comment, trouver le meilleur compromis entre l'intérêt de l'usager et l'intérêt de l'entreprise, parce qu'effectivement, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, alors après, on en échangeait juste avant. C'est vrai que nous, on a porté MaPrimeFacile, par exemple, pour l'énergie. On est en réflexion sur, on va voir comment ça se comporte, pour effectivement apporter cette réponse aux entreprises. Qui ont déjà des encours chez nous, donc ça fait un petit peu le tampon. Après, l'entreprise qui va vraiment s'investir, comme je dis, c'est toujours le premier dossier qui fait mal. Les autres, après, il y a un roulement qui va se faire. Et puis c'est aussi dans la sélection aussi d'AMO, je dirais, alors c'est le particulier qui va choisir, mais dont c'est vraiment le métier, qui ont cette habitude et pas succomber à des assistances à maîtrise d'ouvrage aussi exotiques, là pour le coup, ou opportunistes, qui, je dirais, n'auraient pas la complète maîtrise d'acteurs comme Merci Julie, qui font ça depuis des années. Donc voilà, alors après, effectivement, nous aussi, très vigilants sur la capacité de l'ANA à payer, mais c'est pas tant l'ANA qui me fait peur, que parfois, certaines collectivités territoriales qui, pour amener 2-3% de la valeur globale du chantier, risquent de mettre 2 mois à répondre. Et tout autant, il faut attendre le go, effectivement, de l'ANA pour lancer les travaux, mais c'est pareil pour le conseil départemental. Le rôle de l'AMO, finalement, c'est de donner le go final. Donc il y a quand même des questions qui restent en suspens sur ce dispositif. Mickaël, d'ailleurs, comment vous voyez évoluer l'articulation AMO, entreprise, ergothérapeute dans les prochains mois ? Ça va bien se passer. C'est bien de nous le dire. On va être optimiste. Non, mais déjà, ces acteurs discutent depuis un petit moment pour bien s'organiser. C'est simple pour personne, parce qu'il nous manque aussi des éléments. Tout à l'heure, juste l'exemple de l'arbre décisionnel par rapport à l'intervention ou non d'un ergothérapeute. Il y a encore des choses assez nébuleuses, l'AMO socle, l'AMO complet, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Rappelez aussi que ces AMO ne sont pas financés par l'ANA directement. Ça reste quand même le particulier qui doit payer l'AMO, et c'est le particulier qui sera remboursé aussi à terme. En fait, là aussi, c'est déjà avant même que la personne rentre dans le processus, elle doit déjà penser à financer son AMO. Donc ça peut aussi être un frein, mais dans le même temps, si elle n'est pas capable de le faire, il y a aussi peu de chances qu'elle soit capable de financer le reste à charge des travaux. Donc on travaille ensemble. Nous, avec les associations, on forme aussi les ergothérapeutes. Parce qu'il y a des subtilités dans le bâtiment. Il faut connaître les matériaux, il faut connaître le vocabulaire pour parler avec un compagnon. Voilà, ça c'est super important. Il faut avoir une notion des coûts. Donc les ergothérapeutes ont continué à former. On aurait voulu commencer plus tôt, mais on a eu des informations tard. Donc, par exemple, les ergothérapeutes libéraux ont mis un petit temps aussi à s'engager dans ces démarches de formation quand on n'a pas la certitude derrière du financement de l'activité. Et puis, on forme aussi des artisans qui demandent aussi à des structures comme la nôtre d'être formés justement sur ces notions d'ergonomie, d'usage, comment je m'adresse aussi à un senior
Comment je prends en compte les aidants? Ok, on en a parlé, mais au final, c'est quoi? Parce que effectivement, on a chacun nos contraintes, hein. Donc, c'est deux milieux qui doivent se rencontrer. L'AMO, lui, il est effectivement, lui, il est entre les deux, et on doit s'articuler. Moi, j'ai confiance, franchement, sur cette articulation-là. Maintenant, on a aussi besoin, parce qu'on parle de ces acteurs-là, mais on a aussi besoin de délégations départementales, ANA, qui soient aussi efficaces. Donc, moi, j'ai pas de doute en leur volonté de bien faire les choses, mais effectivement, il faut aussi structurer, parce qu'il va y avoir beaucoup de dossiers. Nous, on a déjà déposé des dossiers, on n'a pas de date de commission de financement, vous voyez. Donc, on a déjà des personnes qui vont dire, mais mon dossier, il en est où? L'artisan, il va dire, mon dossier, il en est où? L'AMO, il a fait son taf. L'AMO, le dossier, il est déposé. Maintenant, s'il y a 1 mois, 2 mois, comme tu disais Jean-Philippe, si le CCAS, il met... là, c'est plus l'AMO qui est responsable de ce dossier. Donc voilà, il faut que chacun aussi apprenne les contraintes de l'autre. Il faut que le parti il apprenne aussi que c'est pas l'AMO qui décide de la date de la commission à l'ANA. Les espaces Conseil France Rénovation doivent aussi être accompagnés, parce que c'est aussi une des portes d'entrée. Aujourd'hui, elles sont spécialisées sur les économies d'énergie. Il faut aussi les accompagner, les former à ce vocabulaire aussi sur l'autonomie, sur la fragilité, comment aussi je dois conseiller les particuliers. Donc, il faut que tout le monde se forme. Il faut que tout le monde, on parle souvent d'interdisciplinarité. Alors, c'est un beau mot, quoi, mais il faut apprendre à travailler tous ensemble, comprendre les contraintes des uns et des autres pour que chacun, dans son rôle, soit efficace. Que l'ergothérapeute ne remette pas forcément toujours en cause le travail du plombier, et que le plombier ne remette pas en cause les préconisations de l'ergo. Il faut qu'ils s'appellent. Il faut surtout je pense qu'il faut surtout qu'ils travaillent ensemble. Mais qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une équipe. Exactement. Parce que si c'est pas une équipe, je veux dire que c'est un métier. Faire de la mobilité dans l'habitat, c'est un vrai métier. Il y a plein de subtilités que l'entrepreneur ne connaît pas ou mal. Donc l'ergothérapeute ou l'AMO, bien sûr, il connaît peut-être pas tous les produits, etc. Donc il faut que ça soit un vrai tandem. Et la réussite pour les entreprises, c'est qu'elles se mettent en tandem, qu'elles se mettent en équipe avec un AMO de leur secteur, qui soit ergothérapeute, qui soit très spécialisé, qui connaisse bien ce sujet. Je pense que la vraie réussite, c'est comme ça qu'on va la faire. Et justement, on va en parler avec Jean-Philippe. Vous savez qu'on a le sentiment que MaPrimeAdapt', quand on vous entend parler, c'est un vrai écosystème à la croisée de plusieurs chemins, monde du bâtiment, techniciens, secteur médico-social, administratif. Est-ce que tout l'enjeu, c'est pas faire le lien entre ces différents mondes? Il est là, l'enjeu de MaPrimeAdapt', Jean-Philippe? Bien sûr que l'enjeu, il est absolument là. Alors je pense qu'on va afficher effectivement que j'avais fait pour poser effectivement ce lien de MaPrimeAdapt', où sur la droite, en fait, on voit le monde du bâtiment. Si je prends MaPrimeRénov', on est contracteur du bâtiment quelque part. Là où, comme le disait Michael, par exemple, tout ce qui était gestion en fait et des problématiques autour du vieillissement, c'est le conseil départemental. Vers qui on se tourne aujourd'hui quand on a des questions à poser? Souvent, c'est vers son maire dans un village ou vers un CCAS. Une personne est hospitalisée, il y a un médecin coordinateur, il y a peut-être un ergothérapeute déjà. Et tout cet univers médico-social est quelque part prescripteur de travaux. Là où peut-être le monde du bâtiment n'entendait pas ces appels ou n'anticipait suffisamment pas, notamment les formations, on en a reparlé, mais effectivement avoir des notions via ProAdapt' d'adaptation va faciliter la communication. Donc pour moi, là où la rénovation du logement a toujours été perçue sous l'angle de la construction neuve, évidemment, qui est en souffrance, et de la rénovation énergétique, on rajoute cette dimension avec, je dirais, le médico-social dans lequel j'intègre les familles, qui sont en recherche aujourd'hui de conseils, d'accompagnement, de professionnels, mais voilà. Moi, je prends souvent l'exemple, la personne âgée, son plombier, en qui elle avait confiance, est peut-être parti à la retraite il y a 5 ans. Elle n'en a pas eu besoin 5 ans, quand elle en a besoin, elle ne sait pas qui chercher. Et bien là, qu'elle se retourne vers les organismes professionnels pour trouver les labellisés. Et puis, j'ai volontairement décalé l'AMO. Donc il y a les assistants à maîtrise d'ouvrage technique qu'on connaît dans le monde du bâtiment. Là, j'ai bien mis AMO autonomie, presque au milieu, avec
avec ou sans ergothérapeute obligatoire, mais voilà, au cœur de l'écosystème, parce que effectivement, le sujet de MaPrimeAdapt n'est pas seulement de la technique, c'est bien une compréhension, je dirais technico-socio-médicale, parfois, je dirais, et donc on ne peut pas juste considérer l'accompagnement comme juste de l'administration de dossiers pour toucher des aides. Non, il faut avoir une compréhension. Soit que parmi les choses à définir, moi, ce que j'attends là des prochains travaux le plus rapidement possible, c'est quelles, je dirais, compétences en autonomie on attend des AMO. Et c'est comme ça qu'on sera beaucoup plus efficace entre des prescripteurs, pouvoir public, famille, ergothérapeutes, hôpitaux, et puis nous qui allons recevoir les demandes pour le faire de la façon le plus efficace possible. Juste sur l'enjeu économique, je me permets de rajouter quand même quelque chose. On a parlé des très modestes et des modestes, 60% de la population. Juste quand même signaler qu'il reste pour les revenus intermédiaires, donc les classes moyennes, un crédit d'impôt de 25%, qui a été prolongé de 2 ans par Bercy, mais qui a été prolongé, donc on dit merci, mais dans des conditions où il s'adresse qu'à des classes moyennes en perte d'autonomie. Donc on espère que rapidement ce crédit d'impôt, je dirais, évoluera et aura les mêmes conditions d'éligibilité que MaPrimeAdapt. Bon, il a été décidé au dernier moment après la loi de finances, donc embuté de la loi de finances. Et si on rajoute modeste, très modeste et classe moyenne, donc qui elles auront droit à 25%, on touche 90% de la population. Donc la boucle sera bouclée, plus que disait Cherche tout à l'heure, effectivement, ces messages de prévention publique, je dirais, vont toucher également des seniors qui ne seront pas éligibles, mais à qui ça va évoquer effectivement le fait que sécurité et bien-être, c'est les maîtres mots du bien meilleur chez soi. Et il est temps maintenant de répondre aux questions que vous nous avez envoyées. Ça fait à peu près 1 heure qu'on échange ensemble. Messieurs, c'est passé très vite. Et de l'autre côté, tous les internautes qui nous suivent nous ont envoyé des questions. On va essayer d'en traiter un maximum. Adrien, donc ingénieur à l'UMGCCP, est rentré en plateau. Vous allez l'entendre en voix off. Il va vous poser les questions. Première question, Adrien. Alors, on a plusieurs questions autour du délai pour l'accord de l'ANA, autour du délai du paiement de la subvention donc par l'ANA, et notamment aussi qui avance les fonds. Est-ce que c'est le particulier? Est-ce que c'est le professionnel? Alors, on va peut-être prendre question par question. La première sur les fonds. Qui avance les fonds particuliers ou professionnels? C'est le particulier, puisque c'est par lui que va transiter, alors sauf mandat administratif et financier donné par exemple à l'entreprise, mais c'est le particulier qui est censé avancer les fonds, dans tous les cas, puisque c'est lui le bénéficiaire, comme le locataire du parc privé. On peut avoir une avance, voilà, on peut demander des avances pour... alors, c'est l'AMO qui va accompagner la personne, mais on peut demander des avances de trésorerie au niveau de l'ANA. Voilà. Par rapport au délai, aujourd'hui, désolé, mais... Je suis normand, donc je vais faire une réponse de normand. On n'a pas les réponses parce que, pour tout vous dire, on a déjà déposé des dossiers auprès de certaines délégations ANA et le retour qu'on nous fait, c'est qu'on n'a pas la date de la prochaine commission. Voilà, les logiciels ne sont pas forcément encore à jour. Donc tout à l'heure, j'étais optimiste, j'ai dit oui, tout va bien se passer. Je ne sais pas encore dans combien de temps, mais ça finira par bien se passer. Aujourd'hui, on est dans un temps là, de latence où on est incapable aujourd'hui, en fonction des départements. Là encore, d'un département à l'autre, ça peut changer. Hein. Il y a des dates qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. Alors, juste une chose quand même. Savoir si le particulier est éligible, c'est très simple. Puisqu'aujourd'hui, s'il a 70 ans et qu'il est dans les grilles de ressources, il est éligible. Donc on est certain qu'il y aura une subvention. Pas comme avant où il fallait attendre parfois une évaluation de la perte d'autonomie et ça on ne savait pas trop. Bon. Donc ça va déjà réduire les délais. Maintenant, comme dit Michael, effectivement il faut que ça se rôde parce qu'effectivement derrière il va y avoir de la demande. Et je réinsiste, bon, il y a les commissions de financement de l'ANA, donc là, une fois que ça sera rodé, je pense que ça sera assez rapide. Restent aussi les acteurs de territoire qu'il va falloir effectivement expliquer qu'ils ne doivent pas ralentir un dossier pour l'usager et pour l'entreprise. Alors, ça, c'était sur la question des fonds. Adrien, quel autre sujet interpelle ou interroge ce matin? Donc après, là, c'est autour de l'AMO. Donc on a des questions qui peut devenir AMO. Est-ce que cela nécessite des qualifications particulières? Et quelle est la demande? Comment faire la demande d'agrément pour devenir AMO?
La Michael. demande, elle se fait au niveau des délégations départementales de l'ANA. Il y a un dossier effectivement à compléter. Et donc, il faut faire la preuve des compétences en interne. Effectivement, Jean-Philippe évoquait quelles compétences on doit avoir au sein d'un AMO autonomie. C'est un vrai beau sujet. Alors des structures comme la nôtre ou d'autres, c'est des compétences avec techniciens. Par exemple, on a un compagnon plombier dans l'équipe, travailleurs sociaux et ergo. Voilà, donc il n'y a pas forcément besoin d'un ergothérapeute. Il faut le redire quand même, dans le cadre de l'AMO en tout cas. Mais voilà, il y a quand même besoin d'avoir des compétences minimales pour déposer une demande d'agrément au niveau de la délégation de l'ANA. Oui, parce que peut-être que la question sous-jacente de ces personnes, c'est se dire, ok, l'accompagnement obligatoire par un AMO dans le dispositif MaPrimeAdapt, je suis d'accord en tant qu'entreprise, mais est-ce que je vais être sûr de ne pas me retrouver face à un accompagnateur exotique? Voilà, c'est peut-être ça qui... Oui, allez-y, Michael. Précisons qu'une entreprise ne peut pas être AMO en même temps. On va pas être jugé parti. Ça doit être jugé parti. Voilà, il faut être Et indépendant. Jean-Philippe. J'insiste sur le fait que là, pour le coup, l'ANA va scruter, je dirais, effectivement, les montages qu'on a pu voir dans l'énergie de façon, je dirais, très précise. Parce que, bon, effectivement, on peut avoir vite tendance à vouloir être juge, parti, voilà. Donc, bon, avec les moyens qu'on aura, enfin, je dis on parce que la filière Silver Economy est lourdement impliquée dans le processus, ainsi que l'AFPAP, on en parlait tout à l'heure, qui est une association qui regroupe beaucoup d'AMO et qui contribue beaucoup aux travaux publics. Je dirais aujourd'hui, on va être particulièrement vigilant. Autre sujet, Adrien, troisième thème où il y a des questions. Autour de l'entreprise, donc est-ce qu'il y a une qualification ou un label nécessaire pour l'entreprise ? Je peux prendre la réponse. Quand on a créé le dispositif, on a entendu les entreprises qui ne voulaient pas de nouveau RGE. Par contre, le souhait, c'est vraiment, donc très clairement, pas d'obligation. N'importe quel plombier peut faire bénéficier de MaPrimeAdapt. Maintenant, je reviens sur le schéma que je présentais tout à l'heure. Besoin quand même d'être reconnu de professionnels qui ne sont pas de notre sérail. Et donc la meilleure façon, au-delà, je dis, de compétences en autonomie, de se mettre en avant, c'est à travers un label. Donc ProAdapt, pour résumer. Aujourd'hui, l'État donc, a accepté de pas un nouveau RGE, accepte aussi qu'il y ait un répertoire national de toutes les entreprises formées en France qui soit poussé vers ces acteurs publics, conseillers départementaux, quand on aura une couverture territoriale, je dirais, suffisante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Mais ça sera un outil accélérateur, on va dire, d'affaires pour les entreprises, parce que premier labellisé, premier servi. Quand vous avez la confiance d'un conseil départemental, d'une mairie, parce que vous êtes signalé, que vous avez fait cet effort, derrière, vous l'avez pour longtemps. Donc voilà. Donc, comme je dis souvent, pas obligatoire dans le dispositif, mais lourdement recommandé dans les faits, mais plus sur la partie gauche de ce que je présentais, ces acteurs publics, sociaux, administratifs et les familles qui nous le demandent tous les jours. Donc, engagez-vous, formez-vous, et surtout, voilà, dans le modèle ProAdapt, qui est moi qui ai vu quelques modules, et surtout le calepin bâtiment qu'a produit Jean-Charles Dubélé, on va le citer, je dirais aujourd'hui, voilà, il y a plein de schémas, enfin voilà, ça va rassurer aussi pour les années à venir sur l'assise des connaissances, et voilà, c'est quoi, 5-6 heures de son temps, morcelable en plus, pour avoir ce label et avoir finalement cette prime. Demain, quand ce répertoire sera poussé par les espaces conseils France Rénov et l'ANA, autant dire, ça n'aura pas de prix, donc voilà. Donc n'hésitez pas, par contre, c'est maintenant. C'est dès que c'est lancé, il faut y aller, parce que, je dirais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va assurer le dispositif. Adrien, est-ce qu'il y a un autre sujet qui interpelle ce matin ? De nouveau autour de l'AMO, est-ce qu'il y a un cahier des charges qui impose les compétences d'un AMO ? Et est-ce qu'il y a une liste d'AMO de disponibles, par exemple aussi par département ? Est-ce qu'il y a une liste d'AMO ? Alors, sur liste d'AMO, oui, il y a des listes d'AMO et il faut se renseigner auprès de son espace conseil France Rénov pour avoir la liste complète des AMO. Là encore, ça se met à jour. La semaine dernière, il y avait encore des ECFR qui n'étaient pas au courant de tous les AMO. Donc voilà, ça se met en place. Et la première sur les compétences, c'est ça ? Exactement, Stans. Oui. Quelles compétences, en fait, oui. Quelles compétences Oui, on parlait avec Jean-Philippe, avec l'AFPAP, on veut travailler justement sur un minimum de compétences qu'il faut avoir pour être un
un bon AMO. Redis peut-être AFPAP, ce que ça veut dire. Oui, c'est l'Association française sur l'accessibilité, enfin des professionnels de l'accessibilité et du handicap. Voilà, donc on est plusieurs AMO notamment, c'est assez large, hein. Et donc on se réunit prochainement pour travailler sur des recommandations de bonnes pratiques, parce qu'effectivement, pareil, on attendait la valise de l'AMO dans le cadre de MaPrimeAdapt avec l'ANA, on ne l'a pas encore. On a quelques outils, mais peut-être pas encore suffisants. Donc on s'organise nous aussi au sein de l'AFPA pour proposer des choses un peu plus concrètes. Oui. Y a-t-il encore derrière des sujets qui interrogent celles et ceux qui nous ont suivis ce matin? Oui, alors ça arrive. Donc comment éviter que les plateformes en ligne s'approprient ce marché? Ah, ça c'est une excellente question. Serge, est-ce que... Allez-y. Je pense que c'est assez facile, hein. Il faut être avant eux. Donc ça veut dire qu'il faut promouvoir au sein de son entreprise, auprès de ses clients et le plus large possible sur son territoire. Il faut promouvoir la MaPrimeAdapt et dire que son entreprise est formée pour pouvoir assurer le processus de MaPrimeAdapt. Ce que vous disiez tout à l'heure, s'accaparer le marché maintenant, tout de suite, immédiatement. Mais aujourd'hui, je veux dire, l'ancrage territorial des entreprises devrait faire que si elles s'en emparent maintenant, ça ne se dilue pas ailleurs. Parce qu'effectivement, dans le petit village, dans la ville moyenne ou la petite ville, je dirais, l'entreprise, elle a pignon sur rue, elle est connue. Donc pareil, si ils connaissent, moi souvent je dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un à la mairie, au CCAS? Formez-vous, dites-leur que vous êtes formés, et comme ça, tout de suite, l'écosystème local sera fait. Parce que c'est pareil, alors, avec une chance, si on peut dire, c'est quand même on est face à une cible qui n'est pas forcément digitale. Donc aller sur en ligne et faire des choses, c'est un peu plus compliqué. Par contre, notre obligation à nous, c'est localement d'être réactif. C'est-à-dire de s'intéresser à ce marché pour apporter des réponses quand ils en auront besoin ou que les AMO en auront besoin. Donc voilà. Donc, et je pense aussi qu'il faudrait être au prix juste. On voit déjà des devis, bizarrement, qui ont déjà augmenté depuis quelques semaines. Bon, voilà. Et je pense que l'artisan qui sera au juste prix, celui-là, il aura la confiance du propriétaire qui voudra réaliser ses travaux. Enfin, et de l'AMO surtout aussi. Et de l'AMO, alors même si de toute façon, à la fin, c'est quand même le propriétaire qui choisit l'artisan avec lequel il travaille. Et c'est pour ça que je pense que la confiance de l'artisan avec le propriétaire, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand on fait un devis de qualité avec un prix, encore une fois, juste, je pense que c'est comme ça aussi qu'on gagne son client. Mais ce que j'explique souvent aussi à des entreprises, c'est de leur dire qu'aujourd'hui, toutes ces grosses structures ont énormément de coûts de communication, de coûts de commerciaux souvent, qui réinjectent dans le prix. C'est logique, c'est normal. Donc mécaniquement, par rapport au juste prix, l'entreprise, à la base, est mieux placée entre 10 et 20%, parce qu'elle n'a pas tous ses coûts. Alors nous, on en prend une partie avec les outils qu'on produit, enfin nous et nos concurrents, il n'y a pas que Saint-Gobain évidemment, mais aujourd'hui voilà, donc c'est vraiment dans cette logique-là. C'est pas le moins cher, parce que c'est pas du tout, c'est le mieux pour l'usager, donc c'est le meilleur qualité-prix-usage, moi que j'appelle ça, pour, je dirais, voilà, donc, mais voilà, pas s'enflammer, parce qu'il y a des aides, et voilà. Adrien, peut-être un nouveau sujet, on a encore un peu de temps. Comment obtenir l'agrément ProAdapt? En fait, comment obtenir le label ProAdapt? Où s'adresser? À qui s'adresser? Serge, la réponse est plus simple, hein. Donc il faut s'arrêter dans son département à sa fédération FFB départementale, à la FFB départementale, au BTP 54 ou 88 pour moi qui suis dans Lorraine. Et là, donc, ils auront un référent donc, dans chaque territoire, dans chaque département. Il y a un référent à la FFB qui les orientera sur la formation en ligne, qui va leur expliquer, qui va leur donner les accès de la formation en ligne. Ils feront cette formation en ligne d'une façon simple, quand ils ont le temps, c'est ça qui est important, hein, 1 heure tous les soirs, enfin en tout cas le plus rapidement possible, ça on l'a dit aussi, hein. Et puis un questionnaire, 70% des réponses bonnes, et ils auront le label ProAdapt. Donc voilà, on ne peut plus simple, il faut un peu s'investir dans son temps, mais on ne peut plus simple.
Et ce qui est important, c'est justement avoir ce label ProAdapt pour alimenter cette liste d'entrepreneurs référencés, communiquer auprès des services sociaux du département, de la ville, sa formation et son intention de faire ma prime adapt. Et puis aussi prendre du lien avec les AMO, c'est-à-dire que je suis bien essayer de travailler avec un ou plusieurs AMO, bien les connaître, mais surtout la visite de l'AMO sur le site chez le client est indispensable. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un AMO qui fait ça par téléphone. Hein, donc, il y a l'obligation de se déplacer. Hein. Oui, mais on sait quand même, dans les faits, on sait quand même... Ça, c'est les exotiques. Hein, au téléphone, c'est les exotiques. Allez, je peux me permettre de compléter ce que dit Serge. Pour illustrer cette démarche, nous, par exemple, chez CDO, on a un outil qui s'appelle CDO Boost avec Place de la Calife, où on héberge effectivement le lien vers les FFB locales. Pour que les entreprises puissent s'inscrire, automatiquement, c'est envoyé à la FFB locale, qui va revenir vers les entreprises. Toute entreprise qui s'inscrit sur Place de la Calife chez CDO, donc, alors après, voilà, parmi nos clients, se verra rembourser un bon d'achat de 300 € pour contribuer aux frais de cotisation et de formation de la FFB. Mais vraiment, l'idée, voilà, c'est d'accélérer le plus vite possible, d'ici juin. Mettons-nous une date pour que ce groupe de labellisés ProAdapt grossisse très vite. On approche du terme de cette émission, mais il nous reste tout petit peu de temps, quelques minutes pour prendre encore une nouvelle question, Adrien. Alors, donc nouvelle question, comment la compétence des AMO en matière de faisabilité technique, donc par exemple concernant une douche sans ressaut, est-elle appréciée lors de leur demande d'agrément AMO ? C'est très précis là. Très précis. Là, on arrive à un niveau de question, on rentre dans le détail. Mickaël, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Je vais parler pour ce que je connais des dossiers que nous on a montés pour avoir l'agrément. On a démontré qu'on avait au sein de l'équipe un technicien, en plus un plombier, tu parlais tout à l'heure d'Amélien. Donc on a des compétences techniques en interne qui effectivement sont censées connaître les problématiques techniques de plomberie. Mais encore une fois, on se concentre sur la plomberie, mais ma prime adapt, c'est aussi d'autres sujets. Tout à l'heure, on parlait des sièges monte-escalier. On doit aussi savoir quelle est la largeur minimum d'un escalier pour pouvoir mettre un siège monte-escalier. On peut parler de la domotique, parce qu'il faut aussi se former en domotique. On parlait des ouvertures de portails pour que les personnes puissent sortir de chez elles plus facilement. Voilà, donc c'est assez vaste. Donc effectivement, il faut qu'on ait en interne des personnes formées sur ces sujets-là. Donc nous on les forme, hein, donc on a des ergothérapeutes qui ont une double compétence, qu'on forme sur les sujets bâtis. En interne, on a une hotline avec le technicien qu'on peut déranger. On fait même des fois des visios en direct avec le technicien. On lui fait voir la plomberie, les évacuations, on prend des photos, on lui fait voir, il donne un avis. Et donc on essaie aussi d'utiliser les outils technologiques qui sont utiles, oui, pour ça. C'est tout l'enjeu, effectivement, mais ça sera aussi tout l'enjeu de la communication. C'est ce qu'on fait aujourd'hui déjà sur le terrain, de communication entre des industriels et distributeurs qui mettent en place des solutions techniques, des personnes qui vont découvrir des innovations techniques et ainsi de suite, et puis des entreprises qui vont les installer. Et puis j'insiste, mais c'est quand même au service d'agrément de l'ANA de bien vérifier aussi qu'il y ait ça. Parce qu'aujourd'hui, je dis, AMO, c'est pas juste de gérer un dossier administratif. Il y a des compétences autonomie, alors des compétences techniques, on ne va pas demander qu'il y ait des plombiers ou des domoticiens, mais qu'au moins il y ait un référent technique dans les équipes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans certains AMO qu'on voit arriver sur le marché. Et on va prendre la dernière question de cette émission avant de vous laisser. Dernière question, Adrien. Alors, un peu technique aussi. Travaillez-vous les uns et les autres avec des architectes d'intérieur spécialisés et ou professionnels de l'organisation intérieure, par exemple du style Home Organizer? Alors nous en tant qu'AMO, oui, on fait, on a dans l'équipe des archis d'intérieur, oui, concrètement. Voilà, on fait aussi appel à leurs compétences, ça arrive. Oui, nous aussi, régulièrement, on a des archis d'intérieur labellisés, spécialisés,
qui ont un peu plus cette vie, alors qui ont une double compétence, c'est la vision évidemment de l'ergonomie du logement, et qui amènent ce petit plus quand même important de déco, de bien-être, et pas seulement de compensation d'un handicap ou d'une perte d'autonomie, parce que c'est capital d'aborder aussi ce sujet comme un sujet lambda. Moi je dis souvent aux professionnels, commencez par faire choisir le revêtement mural, le carrelage, les panneaux muraux, c'est l'élément décoratif qui fera passer tout le reste. Donc très important aussi d'avoir ce regard, pourquoi pas, alors on va pas mettre en plus l'ergothérapeute en archi d'intérieur, mais qu'on ait tous conscience que c'est un acte impliquant, mais c'est un projet aussi de vie, de bien-être, et le design fait partie du bien-être. Merci. Serge, peut-être voulait ajouter encore quelque chose. Oui, en parlant d'architecte d'intérieur, il faut savoir qu'en général, les entreprises travaillent régulièrement, souvent avec les mêmes architectes, mais qui souvent n'ont souvent pas la compétence de la mobilité réduite dans les appartements. Donc c'est la difficulté, on peut avoir un bon designer, on peut avoir un très bon décorateur, simplement l'accessibilité, la mobilité dans un logement, enfin, pour moi c'est un métier, et ce qui est important dans MaPrimeAdapt', c'est d'avoir de l'AMO qui a cette vraie compétence. Et comme on a dit, c'est pas que la salle de bain handicapée, c'est tous les aspects du travailleur, des gens de la EDMR principalement, puisque pour ne pas les citer, qui viennent travailler auprès de ces personnes-là et qu'ils ont besoin d'avoir un environnement, et on s'aperçoit que c'est très très important. Donc la connaissance de l'AMO, elle est primordiale. Le tandem AMO-entrepreneur est primordial. Je ne peux être que d'accord. Et voilà, nous resterons là-dessus. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été en plateau avec nous ce matin. Merci à vous aussi de nous avoir suivis pour toutes vos questions également que vous nous avez posées. On espère vraiment tous les quatre en plateau qu'on a pu vous permettre ce matin d'y voir un peu plus clair sur MaPrimeAdapt', à la fois dans son contexte, ses enjeux, ses objectifs, les bénéfices que vous pouvez en tirer. Et vous le savez maintenant, c'est à vous de vous en saisir. Il faut être réactif. Voilà, c'est le mot pour pouvoir s'accaparer ce nouveau marché. Cette émission est à revoir, bien entendu, en replay sur la chaîne YouTube de l'Union. Et nous, on se retrouve très prochainement, je l'espère, pour une 4e émission. Passez une excellente journée, un très bon week-end après. Au revoir.